Euh, Bonjour à tous, bonjour à toutes qui venaient de nous rejoindre aujourd'hui. Un live très spécial, comme tous les lives qu'on vous propose, avec un conseil de pro qui va vous présenter l'argile sous toutes ses formes. En tout cas, c'est plutôt Arnaud qui va nous présenter l'argile sous toutes ses formes. Comment vas-tu, Arnaud? Hop, ça y est, bonjour tout le monde aussi. Eh bien, écoutez, ça va bien. Je suis aussi très heureux de pouvoir partager avec vous aujourd'hui. Eh ben écoute, nous encore plus. Arnaud, tu reviens d'un stage, donc tu étais en Suisse, tu as donné un cours, ou plutôt une formation aussi en Suisse, donc c'était pas pour Twiza, mais est-ce que tu peux nous dire deux mots sur ce que tu as pu faire cette semaine, plutôt la semaine Eh dernière? bien, voilà, la semaine dernière, j'étais en Suisse orientale, donc pas loin de l'Autriche par là-bas. Et donc je suis intervenant dans une formation c'est la quatrième année que ça a lieu, une formation qui se déroule sur 3 à 4 semaines. Et depuis le début, moi, je suis intervenant dans le premier module, qui est justement ce qu'on va faire un petit peu aujourd'hui. Qu'est-ce que la Terre et comment évaluer, qualifier, où est-ce qu'on la trouve, etc. Comment évaluer et qualifier son aptitude à bâtir. Exactement. Donc, pour un peu de contexte, c'est ce que, du coup, en contactant Arnaud, je dis, bah, écoute, ce serait super si tu pouvais nous refaire une partie des cours que tu as pu donner durant la semaine. Ça porterait quand même pas mal d'informations super pertinentes. Et puis, ça compléterait les questions que vous avez déjà pu nous poser, puisque dans le questionnaire d'inscription, vous nous avez laissé les questions. Donc, on va essayer de répondre à un maximum de ces questions. Et je répète que si vous avez des questions en cours de route, n'hésitez pas à utiliser les commentaires et n'hésitez pas à vous entraider à répondre à ces questions entre vous. Je pense qu'on pourrait commencer par une présentation. Arnaud, est-ce que tu veux nous parler un petit peu de toi? Qu'est-ce qui t'a amené dans ce sujet de la construction écologique? Qu'est-ce qui t'a fasciné ou plu dans la terre crue? Voilà, quelle est ta sensibilité et comment est-ce que tu es arrivé où tu en es aujourd'hui? Oui, alors, c'était pas un hasard si je viens de faire un stage en Suisse, puisque en fait, ça fait seulement 1 an et demi que je suis rentré en France, après une bonne trentaine d'années que j'ai passé en Suisse. Donc, où j'ai fait notamment tout mon parcours professionnel, où j'ai aussi fait connaissance avec la terre, en tout cas la terre comme matériau de construction. Euh, et j'ai été depuis début 2012 à mon compte, en construction bois et terre crue essentiellement. Et puis depuis maintenant quelques années aussi, je travaille avec la chaux, la paille, le chanvre, etc. Donc, tu étais à ton compte dans la terre crue en Suisse. Quelle est la différence? Ça, c'est pour moi, curiosité personnelle. Quelle est la différence d'approche de ces matériaux en Suisse par rapport à ici en France? Alors, donc, comme je l'ai dit, ça fait 1 an et demi que je suis de retour en France. Je suis encore à découvrir un peu justement le milieu des terreux, des boueux en France. Je ne connais pas encore bien. Euh, Ce qui est sûr, c'est qu'il y a en France, un petit peu analogue à l'Allemagne aussi, une très grande tradition de construction en terre crue, euh, suivant les régions avec différentes techniques. Euh, Terre compactée, le pisé, l'adobe ou la bauge ou bien les torchis. Ce qui est moins le cas en Suisse. En Suisse, il y a de la terre, on en trouve presque partout, hein. Je commence déjà à répondre un peu à la question, mais il y a beaucoup moins de grosses traditions. Ouais. Donc c'est une approche un peu différente. Il faut quand même, il y a quasiment pas de bâtis anciens, par exemple, ou à restaurer, à entretenir, ce qui est beaucoup le cas en France. Je pense à la région du Dauphiné, qui est pisée. Oui, oui, oui. Donc il y a plus un travail de sensibilisation, de découverte encore. Euh, mais il y a Voilà. une association dans laquelle j'ai été très actif pendant toutes ces années, qui est, euh, qui est très active. Et ça, voilà, la Terre monte en connaissance, enfin, Monte en force. en connaissance et tout ça, de reconnaissance aussi.
côté helvétique. Après, peut se comprendre aussi dans le sens où la Suisse, c'est quand même c'est beaucoup de montagnes. Donc, c'est beaucoup de pierres, ou c'est plus de pierres. Mais voilà, je pense que ça rend la mission d'autant plus intéressante que le terrain est à défricher et tout est à construire. Aujourd'hui, donc, tu vas nous parler de terre crue. Tu nous as amené du matériel pour nous faire une petite démonstration aussi de comment fonctionne l'argile. Est-ce que tu veux qu'on commence par ça ou par où est-ce que tu voudrais commencer le sujet? Euh, je pense par rapport aux différentes questions qui ont été notées, euh, alors évidemment, il faut que je dise quand même, là je ne sais pas, on va être 1 heure ensemble. Oui. On va évidemment pas pouvoir traiter toutes les questions que moi je fais dans un stage en 2 jours. Ah, mais on est d'accord. Il n'y aura évidemment pas l'approche sensorielle possible, mais on peut quand même dire quelques mots sur euh, qu'est-ce qu'on appelle terre à bâtir, où est-ce qu'on la trouve. Ouais. Euh, Eh donc, ben, faisons ça, parce que c'est vrai que définir les termes, ça aide quand même beaucoup à clarifier les idées et puis à pouvoir développer des nouvelles idées. La terre, c'est beaucoup de choses. La terre à construire, c'est autre chose. Est-ce que tu veux nous dire un petit peu comment est-ce qu'on identifie déjà une terre qui peut être utilisée dans le bâtiment et une terre qui ne peut pas être utilisée dans le bâtiment? Alors, il y a beaucoup de critères. On va aller du plus simple au plus, enfin, on va pas aller forcément dans le plus technique, mais déjà à l'œil ou déjà une première approche pour bien identifier une terre à bâtir. Et tout à l'heure, je vous poserai une question à l'audience pour savoir un peu où vous en êtes au niveau de vos connaissances sur la Terre. Comme ça, on saura à quel degré pousser la précision ou en tout cas le détail des descriptifs. Alors, je te laisse nous dire à quoi ressemble une Terre et comment est-ce qu'on sait si on peut construire avec. alors pour répondre à cette question, c'est comme ça que j'ouvre mes stages en général. Eh ben, il faut déjà se mettre clair sur qu'est-ce que ça veut dire bâtir et euh, et alors pour ça, je fais un petit exercice. On va passer directement au résultat parce qu'on n'a pas le temps ici. Mais l'acte de bâtir, en fait, on part d'une idée et d'un matériau et on met ce matériau en forme. C'est ça que ça s'appelle l'acte de bâtir. Et ça va nous donner, et cette forme doit rester au moins un certain temps et doit pouvoir supporter des contraintes diverses et variées. Ça dépend si c'est un sol, un mur, ou si le mur doit porter, si c'est juste un revêtement, etc. Donc, ça nous donne des indicateurs, des critères, je dirais, pour qualifier une terre. Hein. Donc, le matériau, il faut qu'on puisse le mettre en forme. Donc, il faut qu'il soit formable, il faut qu'il ait une certaine plasticité pour pouvoir être mis en forme. Mais déjà, peut-être, excuse-moi, juste, voilà, très spécifiquement, on arrive sur un terrain, on a de la terre ou bien on a décaissé pour une construction. Est-ce qu'on peut, à l'œil nu, déjà savoir au niveau des couches quelle est la terre et qu'est-ce qui n'est pas de la terre et comment est-ce qu'on identifie déjà quelque chose qui est utilisable? Alors, pour faire rapidement, effectivement, le mot terre, évidemment, ça recouvre plein de trucs. De la terre, c'est pour le paysan, pour le jardinier, ou bien pour nous, ça peut être autre chose. Effectivement, la présence de matière organique, hein, d'humus, etc., dans un matériau terre n'est pas propice pour la construction. Donc, ça veut dire que les horizons superficiels euh, qui sont où il y a les racines des plantes, etc., où il y a toute la vie microbienne du sol, pour nous, c'est pas adéquat. Donc, il va falloir chercher plus profond. Ok. Donc, Alors, je clarifie, excuse-moi, hein, je me permets, les horizons du sol, ce sont les différentes couches, les différentes strates qu'on va trouver dans le sol, c'est bien ça? c'est ça. Alors, dans la pédologie, on parle d'horizon A, B, C. Donc, A, c'est la couche humique. Et ensuite, il y a, alors suivant les sols, hein, sont tous différents. Et les épaisseurs des horizons sont aussi très différentes suivant les endroits. Mais il va falloir aller chercher, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'un un matériau, je veux dire,
qui a le moins possible de matière organique et d'humus. Et ça, c'est avec l'odorat, c'est notre sens de l'odorat qui va nous guider de façon la plus sûre, en fait. Je pense que chacun a déjà eu de la terre de jardin ou bien la terre dans la forêt. Et cette odeur de moisissure, un peu de champignons, mais douce, euh, assez caractéristique, quoi. On peut mettre le nez dans une poignée de compost et cette odeur-là, il ne faut pas qu'on la retrouve, quoi. Voilà. C'est-à-dire, Donc ça, c'est l'humus. voilà, ça c'est l'humus. Alors la terre, effectivement, n'a pas une odeur très forte, mais peut avoir quand même une odeur un peu minérale ou bien presque des fois un peu métallique. C'est assez difficile à qualifier, quoi. Mais en tout cas, cette odeur d'humus doit être quasiment pas présente. Ok, ok. Et puis, donc on a dit, ce matériau hein, doit être mis en forme et doit tenir la forme une fois qu'il a perdu sa plasticité. Donc, quand on regarde un matériau, ben, s'il est très très meuble, comme un tas de sable, ou bien s'il fait des gros morceaux, hein, des gros grumeaux, enfin des mottes, euh, s'il est humide, on voit aussi est-ce que ça colle à l'outil ou aux chaussures. Tout ça, ça donne déjà des indications euh, sur la présence ou bien en tout cas la quantité à l'intérieur de la terre, notamment d'argile. Ok, ok. Donc si ça colle à l'outil, si ça colle aux bottes, on a une terre qui est très argileuse ou qui est plus argileuse que si ça ne le faisait pas. On est d'accord? Ça, c'est sûr. Voilà. Ok, alors j'ai passé un petit sondage, encore une fois, pour vous tous, si vous voulez bien y répondre. C'est juste pour avoir un petit peu le niveau de connaissance que vous avez, le niveau d'expérience avec l'argile. Comme ça, on sait à quel degré pousser les explications. Et voilà, je vous laisse encore 2, 3 petites minutes, si vous voulez bien, pour répondre à ces questions. Et puis, je vous donnerai les résultats dans une petite seconde. Euh, ok. Je te laisse continuer, Arnaud, excuse-moi. Voilà, je vois en direct hein, les questions dans le chat. Oui. Alors, effectivement, une terre sans aucune argile, ben, on ne va pas pouvoir en faire grand-chose dans la construction, à moins de la mélanger avec de l'argile. Et effectivement, l'autre question, c'était si une présence d'humus. Moi, je ne connais pas de solution pour séparer. C'est-à-dire qu'une terre qui est chargée en humus à l'intérieur, je ne parle pas de racines, de débris végétaux visibles. Ça, on peut en partie, en tout cas, les séparer. Mais l'humus, moi, je ne connais pas de technique, en tout cas. Ok. Alors, je vais mettre fin au sondage et vous apporter les réponses. Top. Donc, à la question, quelle est votre relation avec la terre crue? Donc, observateur, vous êtes 6 sur 32. Je crois que la dernière fois, il me donnait des pourcentages, c'est plus sympa. Donc, 6 sur 32 observateurs, des théoriciens qui vous connaissez un petit peu, vous avez lu des livres, peut-être regardé des vidéos, vous êtes 8, un petit peu plus. Encore un peu plus d'expérimentateurs qui ont déjà mis les mains dedans. Bâtisseurs, vous êtes 7 sur 32. Et là, voilà, ça redécroît. Et des professionnels, voilà, il n'y a que 2 professionnels, architectes ou artisans, qui sont parmi nous. Mais c'est très bien, comme ça, on va pouvoir bien expliquer tous toutes les caractéristiques ou tous les points concernant la terre crue. Donc, merci d'avoir répondu à ce sondage. Et du coup, une fois qu'on a déterminé, donc on a vu les horizons, on a éliminé la couche supérieure qui va être la couche d'humus, la couche un peu plus vivante ou un peu plus organique en tout cas. Donc on enlève toute cette partie organique, on se retrouve avec des couches plus argileuses qui vont a priori pouvoir servir dans le bâtiment. Donc qu'est-ce qu'on en fait? Donc ça nous colle au bottes, ça nous colle à la pelle, on a bien compris qu'il y a de l'argile dedans. Comment est-ce qu'on va faire pour justement catégoriser cette argile un petit peu mieux et un petit peu plus loin? Alors, justement, pour comprendre, en fait, pourquoi on parle. Alors, on parle d'argile et on parle de terre. Pour moi, c'est important de dire que je travaille avec de la terre, puisque l'argile n'est qu'un des composants de la terre. Et en fait, il n'existe quasiment pas de gisement naturel d'argile pure. Ça n'existe presque pas, quoi.
Donc, une terre, c'est toujours un mélange. Il y a trois composants principaux, hein. C'est les sables, les limons et l'argile. Bon, les sables, je pense que à peu près tout le monde peut se faire une idée de ce que c'est ou a déjà pris ça dans la main, a joué au bac à sable, etc. Les limons, ça devient déjà plus difficile. On ne sait pas trop ce que c'est et justement, souvent, on ne sait pas très bien les différencier avec l'argile. Donc, il y a un critère de granulométrie, c'est-à-dire de taille des grains, sachant que les argiles vont être la fraction la plus fine et les limons sont entre les sables et les argiles. Bon, je ne vais pas vous donner des chiffres, là, ce n'est pas forcément très intéressant, mais à l'œil nu, en tout cas, c'est quasiment pas différenciable. Les limons et l'argile, à l'œil nu, on ne peut pas différencier. Mais ils ont des caractéristiques très différentes et c'est essentiel pour nous, bâtisseurs. Et alors, je ne sais pas si je passe à la démo que j'avais préparée. Qu'est-ce que tu en penses, Gauthier? Eh ben oui, oui, sans aucun problème. Donc une démo pour nous expliquer le fonctionnement des argiles, c'est ça? C'est ça. Alors, qu'est-ce qui différencie? Bon, pour moi, c'est très important de comprendre bien ça. Qu'est-ce qui différencie les limons des argiles? Sachant qu'il y a une question de taille des grains, mais pas que. Et que à l'œil nu, et même au toucher, c'est pas toujours évident. Eh bien, la réponse, c'est la structure cristalline. C'est-à-dire que les argiles, en fait, ont une structure cristalline en feuillet, en plaques. Et les limons, non. Les limons vont être des grains plus ou moins amorphes, mais ils ne sont pas en plaques. Et ça, c'est la démo que je vous ai préparée, vous voir quelle influence ça a. Alors, je vais être obligé de voir. Je vous ai préparé là. Vous voyez? Vous voyez Oui. bien? Vous voyez là, donc j'ai deux plaques de verre. OK? Elles sont à l'état sec. Je vais juste demander, excuse-moi, Arnaud, dans les commentaires, vous voyez bien Arnaud en grand, tout le monde, ou vous l'avez en miniature? C'est juste pour que ce soit plus pratique pour vous. Oui, ok, ça a l'air. Ok, c'est très bien. Là. Oui, c'est bon, c'est bon. Alors, il faut s'imaginer que donc, ces plaquettes d'argile sont empilées plus ou moins désordonnément, mais plus ou moins les unes sur les autres. Donc, voilà, là, en gros, je suis à l'état sec, voilà, très bien. Alors, ce que je vais faire, bon, vous voyez là, mon doigt là, vous voyez, je soulève la plaque, d'accord? Il n'y a pas de résistance, hein, d'accord? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Je vais prendre de l'eau là, vous voyez, je prends de l'eau, je mets quelques gouttes d'eau et je remets un plaque de verre dessus. Je recommence la même manip. Ah, je sens qu'il y a une résistance, je ne sais pas si vous l'avez vu, vous avez pu le sentir. Il faut que donc c'est comme si il y avait quelque chose qui collait, quoi. Je recommence encore une fois, hop, vous voyez que ça se libère tout d'un coup, quoi. Mais pourquoi on peut se demander, est-ce que l'eau, ça colle? Est-ce que ça a un pouvoir collant, l'eau? Parce que là, on a l'impression que les deux plaques, c'est comme si elles collaient ensemble. Mais en fait, non, évidemment. On va le voir après. C'est le phénomène, c'est lié au phénomène de capillarité. Et là, il se forme entre les deux plaques. Alors, il y a un peu, Vas-y. j'ai eu, est-ce que c'est que moi ou il y a eu des petits soucis avec la connexion? Donc, de mon côté, j'ai eu une connexion un petit peu faible, donc j'ai pas entendu tout ce que tu as dit. Ah, moi, Moi, c'est OK. Ça a continué. Ok, pardon, excusez-moi alors, excusez-moi, c'est ma connexion. alors, maintenant, vous allez voir. Alors, il y en a qui vont me dire, qu'est-ce que je fais là? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire qu'est-ce que je suis en train de faire?
Qu'est-ce que j'ai fait? Quelqu'un a une idée? Bon, Alors Fabien évidemment, dit, tu as augmenté la surface de capillarité. non, non, Julie, mais en gros, bon, j'ai bougé les plaques les unes sur les autres. Mais imaginons que je suis là sur mon chantier et que je fais quelque chose avec la terre. Qu'est-ce que j'ai fait? Concrètement. tu as mélangé ton... Voilà, exactement. Quand je fais ça, en fait, je suis en train de mélanger. Et maintenant, on refait le test, hein. Et là, j'essaie de soulever. Et qu'est-ce qui se passe? La plaque inférieure vient avec. Je n'ai pas remis j'ai pas remis plus d'eau. J'ai seulement mélangé. Et qu'est-ce qui se passe? Ah ben, ça colle beaucoup plus, quoi. Mais carrément, j'arrive à soulever l'autre plaquette. Ça veut dire qu'en mélangeant, alors déjà, il y a l'action de l'eau, hein, qui a créé ces ponts capillaires. Et ensuite, en mélangeant, j'ai augmenté en fait ce pouvoir collant. Moi, je vous dis ça comme praticien, hein. Je suis sur mon chantier et je veux que mon produit soit il colle au mur ou que ça colle intrinsèquement, hein. Donc ça, c'est un truc hyper important de voir, c'est que l'argile, elle va décupler son pouvoir collant en mélangeant. Alors maintenant, ce que je vais faire, je rajoute de l'eau. Là, j'en ai mis pas mal, hein. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Est-ce que ça va coller plus ou moins? Là, si oui, je pousse. D'ailleurs, vous voyez que là, je pousse avec. Là, ça colle quand même un peu. Mais le fait qu'il y ait de l'eau entre deux plaques de verre, je pense que c'est quelqu'un qui peut faire. Tout le monde peut faire cette expérience-là aussi. Eh ben, les plaques vont. Alors, autant elles vont coller si j'essaie de les. Enfin, si ça ne va pas marcher si j'essaie de les coller. Autant en les poussant latéralement, eh ben, ça va bouger, quoi. Eh ben, c'est ça qui fait la plasticité. C'est ça le caractère qui fait la plasticité de l'argile, qui fait que c'est un matériau qu'on va pouvoir former bien. Là, donc ça colle encore pas mal. Je rajoute encore de l'eau. Et là, vous voyez ce qui se passe? Voilà, il faut que je rajoute encore un peu même. Là, je pousse un tout petit peu et hop, vous voyez, et ben là, ma terre devient liquide. C'est-à-dire que si je rajoute encore trop d'eau, encore plus d'eau, le matériau devient liquide. C'est-à-dire que les plaques d'argile glissent les unes sur les autres, encore mieux, quoi. Donc ça vous montre. Alors ça, imaginez que c'était à cette taille à peu près, hein, des grains comme ça, eh ben, ce phénomène ne va pas se produire. Et ça, c'est la différence essentielle entre, alors je dirais pour moi en tant que bâtisseur, entre les limons et les argiles. Ça explique euh, pourquoi la présence d'argile dans la terre est pour nous, hein, pour une terre à bâtir, si importante. Et que s'il n'y en a pas, c'était une question, hein, dans le chat, s'il n'y en a pas, ben, on va quasiment pas avoir de pouvoir collant et la plasticité va être très très réduite. Bien sûr, comme c'est des grains petits, il y a quand même des surfaces de contact, hein. Donc on aura avec les limons quand même euh, l'impression légère de pouvoir collant de plasticité, mais dans un degré beaucoup beaucoup moindre que les argiles. Voilà, c'était ma petite Ok. démo. Eh ben, merci pour cette démo. Voilà. Et ouais, c'est super intéressant de bien comprendre ça, c'est que les argiles, ce sont vraiment des plaquettes, comme tu l'as montré avec les plaquettes en verre, et qu'elles fonctionnent exactement de la même manière. Et je me permets de suggérer le livre Bâtir en terre, qui pour moi était vraiment une révélation. J'ai pas le lien, mais si je peux, je vais essayer de vous le chercher. Donc Bâtir en terre, de Laetitia Fontaine et Romain, je suis plus certain du nom.
où vraiment il y a beaucoup, beaucoup d'expériences comme ça, beaucoup d'explications qui vont très en profondeur sur ce qu'est la terre à bâtir, où est-ce qu'on utilise cette terre à bâtir, parce qu'il y a il y a énormément de constructions en terre tout autour du monde. Je pense qu'à ce jour, il y a encore un tiers de la population mondiale qui habite dans des habitats en terre, donc c'est quand même vraiment considérable. Et puis voilà, plein d'exemples, euh, des tours ou des immeubles de plusieurs étages construit en terre et où on comprend bien que ben, ce matériau-là a vraiment, vraiment une solidité et puis une utilité qui est incroyable. Est-ce que, Arnaud, tu voudrais, alors je vais regarder un petit peu les questions qu'on s'était préparées. Si on a une terre qu'on, comment savoir si une terre est maigre ou grasse au toucher ou à la vue? Tu nous as dit déjà à l'odorat, on pouvait différencier l'humus. Est-ce que au toucher, tu as des petites astuces ou des conseils à donner pour bien identifier déjà sa terre? Est-ce qu'il y a beaucoup d'argile ou pas? Alors, une des choses qu'on peut faire, c'est effectivement le matériau qu'on a devant soi, le prendre dans la main, et suivant sa teneur en eau, si c'est très sec, eh ben, on essaie d'un petit peu de rajouter un petit peu d'eau, et on essaie en fait de le former dans la main en fait. Et la facilité et la capacité même d'arriver à former une boule homogène qui se tient, nous donne déjà une indication de plasticité et si la boule se tient ensemble, d'un certain pouvoir adhésif, quoi, un pouvoir collant, quoi. Et une terre qui est trop maigre, c'est comme si on prenait du sable, hein, dans la main, en l'extrême, on ne va pas arriver vraiment à faire une boule qui se tient. Alors, effectivement, comme on l'a vu, chacun a fait des châteaux de sable, hein. Qu'est-ce qu'on fait pour que ça tienne? C'est qu'on rajoute de l'eau. Et ça fonctionne le mieux, même encore si le sable n'est pas très propre. Donc, s'il y a un peu de particules fines dedans, ça fonctionne encore mieux. Mais l'eau va créer ces ponts capillaires aussi entre les grains de sable. Mais ça ne va pas vraiment suffire à créer une boule qui se tienne bien. C'est la première chose qu'on peut faire, tout simple. Et puis, une autre chose qu'on peut faire, pour revenir sur ce modèle, hein, que je vous ai présenté, qui est les plaquettes, c'est si on a un couteau, cette boule, on la coupe en deux, on la tranche avec le couteau. Et là, on peut regarder la surface de coupe et on regarde le degré de brillance, hein, si ça brille ou bien si ça reste terne. Et effectivement, le test, c'est si ça brille, on a là un indicateur de présence d'argile. Pourquoi? Parce que le couteau qui tranche la boule qu'on a formée ne va pas couper les plaquettes d'argile, mais va les réorienter en fait dans la surface de coupe. Et une fois qu'elles sont réorientées donc, dans le plan de coupe, en fait, elles vont réfléchir la lumière. C'est ça qui se passe donc, quand ça brille. Si ça reste terne, eh ben, c'est qu'on a coupé un matériau qui a des grains, et donc ça va moins réfléchir la lumière. C'est aussi une explication de cette structure cristalline qui fait que là, ça va briller, quoi. Ok. Et ça, on peut le voir aussi, dans un chantier d'excavation. Les traces qu'ont laissé les outils, la pelleteuse, là, c'est pareil, ou bien une bêche. Là, si ça brille, tout de suite, on peut avoir le soupçon que là, il va y avoir de l'argile. Très très bonne astuce, c'est vrai. Et est-ce que on va chercher de l'argile à tout prix? Est-ce qu'on va chercher le maximum, le plus grand pourcentage d'argile à tout prix, ou est-ce que c'est plus contre-intuitif que ça? Alors, non, pas forcément. Premièrement, donc, alors, moi, ce que je vous ai montré, hein, c'est une modélisation, hein, c'est très, très simplifié, hein. Il y a d'autres phénomènes aussi entre les plaquettes d'argile, d'attirance électrique, etc. Là, c'est quand même simplifié, mais bon. Il faut savoir aussi qu'il y a différents types d'argile. Il y a des argiles qui ont, par exemple, qui sont les cristaux sont à 2 couches, il y en a qui sont à 3 couches, avec des attirances, donc des ions, donc des attirances électriques ou électromagnétiques différentes. Donc des argiles qui vont plus ou moins gonfler
est plus ou moins collé. Donc en fait, une teneur ou un pourcentage d'argile, c'est pas très très décisif pour moi en tant que bâtisseur. Quand je vais essayer de qualifier un matériau, en fait, ce qui m'intéresse, moi, c'est son pouvoir collant. Et éventuellement aussi gonflement et rétraction. Enfin, ça, c'est même, je dirais, essentiel. Ok. En fait, c'est ces propriétés qui m'intéressent. C'est pas une teneur en argile parce que il y a des argiles qui collent moins, des argiles qui gonflent beaucoup et qui collent plus. Et ça peut être très, très différent, quoi. Et pourquoi c'est important? Quelles sont on va dire, les répercussions d'une argile trop gonflante ou d'une argile qui réagit beaucoup? Voilà, donc je reviens à ce que je disais au départ, hein, ce matériau, pour qu'il soit apte à bâtir, il faut qu'on puisse le former, et cette forme, il faut qu'elle reste. Quand on fait une forme, on veut que, là, dans notre cas, on va faire un simple séchage. Dans d'autres cas, il y aura une cuisson, mais dans l'argile, c'est juste du séchage. Et bien, on veut qu'au séchage, cette forme reste. Si je fais un enduit sur le mur, je veux pas qu'il y ait plein de fissures. Enfin, dans certains cas, je peux le vouloir, vraiment intentionnellement, mais en général, je ne veux pas. Euh, donc, ce qui se passe, donc, c'est que quand on veut le rendre plastique, on met de l'eau, et que là, comme j'ai expliqué, l'eau se met entre les plaques d'argile, et il y a un certain gonflement qui se passe. Donc, en fait, l'argile, quand on la mouille, elle va gonfler. Et quand on la sèche, eh ben, elle va se rétracter. Donc, des argiles. Et ça, comme je vous l'ai expliqué, suivant les types d'argile, c'est différent. Donc, les argiles très gonflantes, ben, au séchage, elles vont beaucoup se rétracter. Et ça peut être problématique. Ok. Et Donc, ben, sur le sujet, je me permets de partager une vidéo, alors vous la regarderez après notre live, mais sur une vidéo de Damako qui explique aussi ça très bien, qui montre bien comment l'argile peut se rétracter, comme on voit des fois, on a l'image dans le désert, hein, avec des grandes mares d'argile qui finissent par se fissurer dans tous les sens. Donc, vous n'avez pas envie que ça arrive sur votre mur ou dans votre construction. Euh, donc, voilà, ça va être un des inconvénients du coup des argiles qui sont trop gonflantes. Est-ce que, il y a différentes familles d'argile, Arnaud? Est-ce que, elles ont des caractéristiques particulières ou que tu puisses partager? ben, comme j'ai dit avant, en fait, moi, en tant que bâtisseur praticien sur le chantier, si je trouve un matériau, je n'ai quasiment aucun moyen de pouvoir vous dire après si c'est du kaolin ou bien de la montmorillonite ou bien de la smectite. Euh, Tout ça, c'est des différents types d'argile. Donc, moi, ce que je vais tester et ce qui m'intéresse, c'est en fait, c'est leur propriété. Propriété, donc le pouvoir collant, le gonflement, la rétraction. Ça, je peux faire des tests pour mesurer ça. C'est ce que je fais dans mes stages aussi. Dans le stage qu'on va proposer avec TUISA, on va le faire aussi. Et là, donc, on peut, même de façon quantifiable, mesurer ce gonflement et donc enfin, cette rétraction et donc, évidemment, ce gonflement. Ok, tu fais bien de rappeler les stages. J'ai oublié de partager le lien pour ceux qui sont Petit mot de intéressés. pub, pardon. Donc voilà, je vous le mets dans les commentaires si vous voulez aller ou poser des questions, voilà, chercher des informations, ou voir un petit peu les formations qui sont proposées chez Twiza, donc notamment la formation sur la qualification de la terre crue et puis sur les enduits à l'argile qu'on fait avec Arnaud. Donc ça se passe le 7 et 8 mars pour la qualification de sa terre de chantier. Et puis le 27 et 28 juin pour les enduits. Mais n'hésitez pas, voilà, vous avez un lien pour poser toutes les questions qui peuvent voilà, qui peuvent vous tarauder. J'aime bien ce mot tarauder. Tarauder, ça veut dire creuser. Je ne le savais pas, je l'ai appris, ça m'a fait du bien. Euh, alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus dans la feuille de route qu'on s'était donnée? Il y avait aussi la question de se demander qu'est-ce qui était une mauvaise terre, si ça existe, et où est-ce que
où est-ce qu'on n'utilise pas l'argile? Parce qu'une fois qu'on commence à toucher à ça, alors je vous préviens tout de suite que c'est très très addictif et voilà, et c'est un plaisir tellement addictif que vous allez avoir envie de mettre de l'argile et de la terre partout, de mettre des enduits voilà, sur votre femme, sur votre mari, enfin voilà, j'en passe. Mais donc, est-ce que l'argile peut s'utiliser partout? Quand est-ce que la terre n'est pas forcément une bonne idée? Est-ce que tu as des retours d'expérience là-dessus? Alors oui, une excellente question. Euh, En fait, tout dépend de ce qu'on veut en faire. C'est-à-dire qu'on peut voir aussi quand on étudie la construction en terre qu'il y a différentes façons de mettre en œuvre ce matériau, différentes techniques de construction. Je pense qu'il y en a pas mal déjà qui connaissent un peu ça, hein, mais entre la terre compactée, hein, le pisé, l'adobe, le torchis, les briques de terre crue, les enduits, évidemment. Tout ça, c'est différentes techniques qui vont demander des matériaux avec des caractéristiques un peu différentes. Ce qui fait que moi, je ne dis pas qu'il y a une mauvaise terre, enfin, en éliminant évidemment les problèmes avec la matière organique et l'humus, même une terre excessivement maigre, eh ben, elle va pouvoir nous servir si on a par ailleurs une autre terre qui va être trop grasse, eh ben, on va pouvoir mélanger jusqu'à obtenir un matériau qui nous convient. Et effectivement, bah, suivant les techniques, on va avoir besoin d'un matériau plus gras, entre guillemets. Ça veut dire gras, ça veut dire qu'il va contenir plus de liant, donc plus d'argile. Ou bien d'autres techniques vont demander un matériau plutôt un peu plus maigre. Donc du coup, une fois qu'on est arrivé à qualifier le matériau dont on a à disposition, eh ben, je dirais les étapes de transformation, hein, on va soit enlever des choses de ce matériau, soit en rajouter, soit les deux même, pour obtenir de notre matière première qu'on a trouvée dans le sol, pour le transformer en un matériau de construction. Et là, je dirais la matière première, on peut l'amender, on peut la transformer jusqu'à ce qu'elle soit adaptée à ce qu'on veut en faire. Ok, d'où l'importance de, voilà, de faire des tests toujours en amont et pour pouvoir bien adapter sa terre. Quel genre de test tu préconises? Est-ce qu'il y en a des très simples, des très accessibles que tu peux recommander? Voilà, alors c'est ce qu'on voit aussi dans le stage. Il y a, je dirais, deux groupes de tests. Il y a les tests qu'on fait, comment on appelle ça en français, sur le champ, quoi, devant l'excavation, ou bien, etc. Et puis, il y a les tests que, on pourrait dire, entre guillemets, plus de laboratoire, qui vont demander un peu plus d'outillage, par contre, qui vont plus peut-être de pouvoir mesurer des choses et donner des résultats quantitatifs. Les tests de in situ, hein, voilà, ça y est, j'ai trouvé le mot. Les tests in situ vont pas être précis, vont avoir surtout de la valeur quand on a un peu d'expérience pour pouvoir comparer avec d'autres excavations, d'autres matériaux, euh, et qui vont quand même déjà donner. Alors, pour certaines techniques, ils sont absolument suffisants avec un minimum d'expérience. Euh, donc, on a commencé à en évoquer, hein, former une boule, déjà, c'est un test de plasticité. Trancher avec un couteau, on voit déjà la présence d'argile. Il y a toute une série comme ça. Euh, on a pas mal en parlé aussi du test de décantation. Oui. C'est une possibilité. Moi, j'utilise assez peu, mais pour moi, ça fait déjà partie des tests plus de laboratoire parce qu'il faut laisser un certain temps, reposer, etc. Ok. Suivant les matériaux, on obtient des résultats plus ou moins précis, mais c'est aussi une possibilité euh, quand on n'en a pas d'autres. Ça donne déjà des indications aussi. Ok. Euh, Donc le test de décantation qu'on appelle aussi test du bocal, j'ai vu la question a été posée dans les commentaires. Euh, Combien de temps, je crois que c'était ça la question dans le commentaire, combien de temps est-ce qu'il faudrait laisser décanter une terre et puis qu'est-ce qu'on voit avec ce test du bocal? alors moi, ce que je recommanderais si quelqu'un veut faire le test de décantation, alors je l'appelle
intentionnellement comme ça. Ce test va être, la précision de ce test va être en relation avec le diamètre du récipient. C'est-à-dire qu'un bocal avec un gros diamètre va être très très peu précis. Une éprouvette fine et très haute va nous donner un résultat déjà, même visiblement, ça va être beaucoup plus net. Ce qui va se passer, donc, c'est une décantation, c'est-à-dire que les particules les plus lourdes vont aller au fond, vont se déposer en premier, et les particules les plus fines vont rester en suspension le plus longtemps, ce qui fait qu'on va avoir en fait une stratification qui va être visible entre donc les sables plus ou moins, hein, les sables grossiers, les sables fins, les sables encore plus fins, et après les limons, et tout à la fin, les argiles. Sachant que les argiles donc, vont rester en suspension très longtemps. Donc, ce qu'on peut voir, ce qui est bien d'observer ça au fur et à mesure, si l'eau, donc on liquéfie hein, l'échantillon dans beaucoup d'eau. Si l'eau reste trouble longtemps, ça peut être une indication de présence d'argile. Et effectivement, on va avoir cette stratification. Donc, on peut, mais ça c'est quand même pas très précis. Surtout qu'à l'œil nu, ça va être difficile de différencier limon et argile. Mais on peut voir en tout cas déjà une ségrégation des matériaux qui sont sinon mélangés, quoi. Ça, c'est déjà intéressant. Et je vois pour reprendre à une question qui a été posée dans le chat, effectivement, on a parlé d'excavation, mais c'est d'ailleurs un truc très intéressant avec la Terre, c'est qu'effectivement, on peut, comment dirais-je, dans la démolition de morceaux de bâtiments construits en terre crue, attention, hein, effectivement, on peut réutiliser ce matériau. C'est la réversibilité de la Terre. C'est ça qui est un des avantages aussi extrêmement intéressants de ce matériau. Ok, superbe. Et ben écoute, j'ai reposté un petit sondage pour savoir justement qu'est-ce qui vous bloquait, vous, dans votre pratique ou dans votre envie de pratiquer la terre. N'hésitez pas à répondre si vous n'avez pas encore, si vous n'avez pas vu que le sondage avait été publié. Pour l'instant, on parle, en tout cas, se révèle beaucoup le manque de technique, de ne pas savoir comment la préparer. Donc, pour rappel, on va voir qu'on a une terre argileuse donc, qui est bien collante, qui colle aux bottes, qui colle aux outils. On va se dire, tiens, ce sera peut-être intéressant de faire des tests. On va faire quelques petits tests de son côté, que ce soit des tests d'enduit ou des tests de décantation ou bien le test de la plasticité de l'argile en la mouillant moins. On arrive dans les questions que vous avez posées en amont. Donc, comment est-ce que finalement on procède une fois qu'on a identifié sa terre et qu'on pense qu'elle est bonne pour les travaux pour l'ouvrage qu'on a envie de faire? Comment est-ce qu'on va traiter cette terre? On la laisse telle qu'elle, on la crible, on la tamise. Qu'est-ce que tu suggères? Eh bien, là, en fait, il y a deux possibilités hein, pour le tamisage. Pardon? Il y a un petit micro qui est resté allumé. C'est soit à sec, soit à l'état liquide. Et, le truc, c'est qu'à sec, en fait, c'est très difficile parce que si on a de l'argile, donc l'argile va coller, donc elle va coller des grains ensemble. Euh, et il faudrait, en fait, pour pouvoir vraiment tamiser à sec, dissoudre ces grains à sec. Et ça, c'est très, très difficile, quoi. Parce que si on sait, il faut pratiquement s'aider de machines, enfin de faire ça de mécaniquement, ou même à la main avec un marteau. En fait, on n'est jamais sûr qu'on va pas détruire aussi des grains de sable, par exemple, et les rendre plus fins. Donc, en général, donc on liquéfie en fait, on liquéfie la terre
Et là, ça va très bien. Par contre, on a après ce qu'on appelle une barbotine, hein, ou en tout cas une terre liquide. Et effectivement, suivant la façon dont on veut la mettre en œuvre, ça peut être un problème, hein. On ne peut pas faire du pisé avec une terre liquide. On ne peut pas faire des briques de terre crue avec une terre liquide. Donc, bon, après, c'est peut-être les techniques, on a moins besoin de cribler ou de tamiser, effectivement. Mais voilà, il faut toujours voir, même si par exemple je vais faire un enduit, il ne faut pas que je liquéfie trop non plus ma terre, parce que mon enduit, il faut quand même qu'il ait une certaine consistance. Et si c'est trop liquide, ça ne va pas marcher. Et puis, plus je rajoute d'eau, plus il y a d'eau qui doit sécher après. Donc, éventuellement, plus grand va être le retrait aussi. Donc, en fait, on essaye de mettre l'eau, hein. L'eau, c'est notre catalyseur qui va rendre le matériau plastique. Il faut en mettre, comme on a vu avec les plaques, il faut en mettre suffisamment pour atteindre cette plasticité, mais on n'a pas intérêt à en mettre plus, ou alors il faut remodifier après le matériau. C'est-à-dire que si donc je rends ma terre liquide, si je sais qu'elle est bien grasse, eh ben, je sais que je vais pouvoir rajouter après d'autres matériaux, par exemple des sables ou des fibres, qui vont du coup réépaissir ou absorber aussi, le matériau. Donc tout ça c'est estimé quoi avant quoi. Mais en gros donc pour le tamisage, la plupart du temps c'est à l'état liquide. Ok, ok, donc partir à l'état liquide, bien mélanger son argile avec suffisamment d'eau, c'est ce qui s'appelle donc la barbotine, et du coup cette barbotine-là, la faire passer à À travers travers un- un tapis, à travers une grille, pour éliminer peut-être les cailloux et les choses qui pourraient rester dans la terre. Ok. Et au niveau de la conservation, c'est une question qui a aussi été posée. Mhm. Donc on a fait sa terre, on l'a préparée. Ah d'ailleurs, je vais mettre fin au sondage tout de suite. Donc si vous n'avez pas répondu, vous pouvez encore le faire pendant une minute. Donc au niveau de la conservation, est-ce qu'il y a il y a des choses qui sont bonnes à savoir? Est-ce que ça se conserve facilement une fois qu'on l'a justement, qu'on l'a mise en capacité d'être employée pour des enduits ou pour autre chose? Oui. Alors à partir du moment où je n'ai quasiment pas de matière organique dans mon matériau, donc qui est un matériau quasiment que minéral, en fait la conservation est aucun problème, c'est-à-dire quasiment illimitée, que ça soit à l'état sec ou à l'état humide ou à l'état liquide même. C'est-à-dire que je peux mouiller ma terre, même la liquéfier. Après, je la laisse dans un bac, elle se décante, etc. Et ça, je peux le garder 1 an, 2 ans, 3 ans, aucun problème. Ça va pas. À partir du moment où c'est quasiment que minéral, ça va pas changer. Et à l'état sec, ça va sécher, évidemment. Euh, Après, la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce que je veux en faire après et qu'est-ce qui est, je dirais, comment ça va être si je veux la travailler après ou la mettre en forme, eh ben, mon stockage, euh, comment dirais-je, si par exemple si ça sèche dans le stockage, si je la sec et que ma terre est grasse, ça va faire des blocs assez durs qui vont être de nouveau difficiles à rendre plastique. Donc on peut avoir intérêt à stocker de façon un peu plus humide. On peut avoir intérêt aussi à mouiller la terre et la laisser dehors, par exemple, pendant l'hiver, puisque ça va, avec le gel et le dégel, en fait, ça va éclater les plaquettes d'argile, ça va rendre la terre meuble, hein, c'est ce que tous les paysans connaissent, hein, ils labourent à l'automne et laissent passer le gel dessus et au printemps, ils passent la herse, la terre est meuble. C'est le même principe. C'est-à-dire que pour nous, une terre qui a gelé et dégelé plusieurs fois même, elle va être beaucoup plus facile euh, à liquéfier, à mélanger. Ok. Intéressant ça, tu vois, je ne savais pas du tout, donc c'est super, super intéressant. Je mets fin au sondage et je vous donne les réponses tout de suite. Donc, qu'est-ce qui vous empêche le plus d'utiliser votre terre aujourd'hui? Donc, incertitude du diagnostic, 4 sur 30.
la peur de l'échec, peur que ça fissure, que ça s'effrite ou que ça tienne pas. Donc ça, c'était 9 personnes sur 30. Et 12 sur 30, c'est le plus grand temps, c'est manque de technique, de ne pas savoir comment la préparer. Après, on avait 2 sur 30, c'est l'effort physique, parce qu'effectivement, c'est vrai que ça demande de la manipulation, c'est un effort à fournir, et c'est compliqué, surtout quand on a des grandes surfaces à préparer. Et puis, le cadre réglementaire, 3 personnes sur 30, et j'ai aussi eu dans les commentaires le manque d'artisans disponibles. Donc ça, c'est Stéphane qui nous partage ça. Donc merci beaucoup d'avoir répondu à ces questions. Euh, Hop, je ferme ceci. Et, et je pense que ce qu'on peut faire maintenant, c'est on va répondre à vos questions dans les commentaires, si vous en avez encore. Pendant que vous réfléchissez à la question que vous allez poser, est-ce que Arnaud, il y a des éléments qui sont selon toi importants et que tu as envie de partager aujourd'hui, que tu avais envie de, bah, voilà, de partager tout simplement? Ben, comment dirais-je? Moi, moi, je me suis fixé comme but par rapport à la Terre, quand j'étais en Suisse aussi dans l'association, c'était notre but, c'est de propager et d'infester en fait tous les gens avec le virus de la Terre. Donc moi, j'aimerais encourager tous ceux qui ont envie et qui trouvent que c'est un truc intéressant à le faire. Effectivement, ne pas hésiter à aller chercher de l'aide avec des gens expérimentés, tout ça. Euh, il y a des stages, mais il y a aussi des gens qui sont, je pense, plein de gens qui sont prêts à partager leur expérience, leur savoir. Voilà quoi. Donc, j'aimerais vous encourager quoi. Ouais, voilà, découvrir le monde de la Terre, l'univers de la Terre qui est quand même assez riche en France, il faut le dire, ça dépend des régions, mais il y a quand même il y a beaucoup d'acteurs et beaucoup d'initiatives qui vont dans ce sens-là. Et je rebondis sur une très bonne question d'Antoine qui demande ben, si on a peur que ça fissure ou que ça farine, justement, la Terre, que ça poudre, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter que ça arrive? Alors, une question où la réponse est un peu complexe, c'est-à-dire dans cette question, il y a comment je vais préparer mon matériau de construction à partir de la matière première. Donc, effectivement, j'ai une matière première, on va la tester et ben, il va falloir la transformer un peu, éventuellement rajouter des choses pour équilibrer justement cette histoire de plasticité et de retrait. Et puis, ensuite, il y a la mise en œuvre. C'est-à-dire que la mise en œuvre par exemple, si j'ai un enduit, hein, la question sera portée à des enduits. Un truc qui est aussi, mais ça on pourra voir dans un stage sur les enduits, ce sera euh, comment je mets mon matériau hein, qui est dans ma gamate ou dans mon seau, comment je l'applique sur le mur, comment il arrive sur le mur, et de quelle façon je l'étale, par exemple, etc. Et bien ça aussi, ça va avoir une influence décisive sur le farinage, par exemple, ou les fissures. Parce que quand je le travaille sur le mur, en fait, donc j'ai mon mélange hein, qui a du sable, des limons, de l'argile et de l'eau, sachant que les argiles et en partie les limons vont être beaucoup dissous dans l'eau. Et donc quand je le travaille, en fait, je peux euh, induire une certaine ségrégation. C'est-à-dire que mon mélange ne va plus être homogène. Et c'est intentionnel, par exemple, quand je veux lisser. Quand on lisse, en fait, on exerce une pression sur ce matériau encore qui est plastique. Et en fait, je fais revenir à la surface les particules les plus fines. C'est ce qui va faire que ça va lisser. Et bien ça, c'est une ségrégation. C'est-à-dire que je vais avoir à la surface plus de particules fines, donc plus de liants. D'accord? Donc là, effectivement, le retrait du matériau qui est en surface va augmenter. Donc là, j'ai un risque de fissure plus élevé. Et inversement, euh, cette quantité de liant que j'ai ramené à la surface, éventuellement, elle va pouvoir manquer derrière, c'est-à-dire à l'interface entre l'enduit et le mur. Donc là, en cas extrême, hein, je peux avoir des problèmes d'adhérence au mur. En fait. Donc, en travaillant trop, moi j'ai vu ça souvent avec des gens qui découvraient la Terre et dans leur enthousiasme,
ils ne voulaient plus s'arrêter à passer la truelle ou le platoir ou les hissoirs. Et ben en fait, qu'ils ont produit des fissures et des décollements. Et ça, c'est pas parce que le matériau ni le support n'était pas adéquat, c'est la mise en œuvre. Donc, il y a plusieurs choses quoi, pour répondre à cette question. Ouais, 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 c'est ça. Et il faut de l'expérience, bien sûr, pour se rendre compte. Mais pour récapituler, donc, de bien proportionner son mélange. Donc, s'il y a plus d'argile ou s'il y a trop d'argile, parce qu'il y a des fissures, on va rajouter de la charge. Si au contraire, ça ne fissure pas, mais ça poudre, alors là, c'est que ça manque d'argile. Et puis, si on le travaille trop en surface, ça risque aussi de fissurer derrière. Est-ce qu'on peut utiliser la terre d'un mur ancien, donc d'un mur en terre qui s'est écroulé pour faire un enduit sur des bottes de paille? Demande Silou. Oui, c'est ce que j'avais dit avant, et tout à fait. Pardon. À partir du moment où c'était de la terre crue, hein, qu'il n'y avait pas d'autres, pas trop, en tout cas d'autres adjuvants comme des liants hydrauliques, hein. Mais bon, si c'est un mur historique, en général, il y a énormément de chances qu'il ne soit pas présent. Donc, effectivement, pas de problème. Enfin, éventuellement tamiser, ou bien s'il y a trop de paille, enfin, suivant ce qu'il y avait dans l'enduit, dans le mur avant. Mais oui, oui, c'est un des gros avantages justement de ce matériau. Ok, ok. Et Ce si qui on a fait par aussi, exemple, pardon, ce qui fait aussi que par exemple, ben, quand on fait un enduit, par exemple, ou quand on travaille la matière première, il y a des restes qui tombent par terre, ou bien qui est à côté des seaux, et tout ça. Ben, tout ça, en fait, si le sol est propre, on peut le ramasser, le gratter et le remettre dans le mélange de base, quoi. Donc en fait, a priori, bon, ça c'est la théorie, hein. C'est la théorie. Dans la pratique, c'est peut-être un petit peu différent, mais il y a zéro déchet, quoi. oui, c'est ça qui est magique, c'est ça qui Ah est oui, oui. magique, zéro déchet, et puis en plus c'est recyclable, réutilisable, Voilà. et puis ouais, ça c'est vraiment un cycle éternel. Est-ce que au niveau des couleurs de la Terre, est-ce qu'on peut varier les couleurs, apporter des modifications? Euh, tout simplement. Oui, il y avait une question là-dessus. Alors effectivement, les gisements naturels de terre argileuse sont naturellement colorés. Et il y a une grande variété. On a la chance en France, ce qui n'est par exemple pas le cas en Suisse, d'avoir une très très grande variété de, de- de couleurs dans dans les terres argileuses naturelles, hein, qui sont très souvent dues à des oxydes métalliques différents, quoi, c'est justement l'oxyde de fer ou bien, etc. Ce qui fait que on peut très très bien justement faire des enduits de finition qui sont naturellement colorés. Si on veut changer la couleur d'un matériau qu'on a, il y a deux façons de le faire, hein. C'est avec les charges. Le terme charge, donc, c'est des sables. Évidemment, si je mets un sable blanc ou un sable plus rouge, bah, ça va quand même changer la couleur de mon enduit. Et sinon, effectivement, avec des pigments. Mais là, il en faut une certaine quantité quand même. C'est c'est moins. L'utilisation des pigments est très très courante et très pertinente avec la chaux, parce que naturellement plutôt blanche. Avec de la terre qui a déjà quand même, à moins que ce soit de la terre qui soit très très claire et blanche, mais en général, il y a quand même déjà une couleur. Donc, pour pouvoir vraiment changer cette couleur, il va falloir des quantités vraiment importantes de pigments. Ok, ok. Et moi, j'utilise beaucoup des sables très clairs parce que souvent les terres argileuses sont colorées, voire foncées. Et les gens, en général, les enduits, par exemple, bah, ils veulent quand même plutôt légèrement clair, quoi. Donc, et avec le sable, suivant la terre, mais des fois on met deux voire trois volumes de sable pour un volume de terre. Donc, ça a une influence, une grande influence quand même. Ok, ok. Et je crois avoir vu une question aussi sur... attends, j'y retourne, sans fermer tout ça. Euh, pour... Est-ce qu'il existe du matériel mobile pour broyer et mélanger de la terre d'excavation pour pouvoir l'utiliser dans une construction ou de la construction en pisé? Alors, je ne sais pas. Hmm. Vraiment, sincèrement, je ne sais pas.
Alors pour broyer, comme je l'ai dit, hein, là je peux pas vous dire, je sais pas. Pour mélanger, après oui, il y a les malaxeurs, ils sont mobiles hein, en général, Ouais. mais Et voilà. puis, alors attention Moussa, hein, le pisé, je ne sais pas où tu es et je ne sais pas quelles sont tes ressources, mais le pisé, ça demande beaucoup, beaucoup d'énergie, c'est beaucoup de matière, c'est vraiment très lourd et très demandant. Donc voilà, mais c'est magnifique comme matériau euh, quand c'est bien fait, donc waouh. Il y a de plus en plus je vois d'architectes qui lancent des projets en pisé, alors ça fait quelques années maintenant, mais c'est vrai qu'on commence à voir des belles choses avec des acteurs qui sont quand même très compétent au niveau français, au niveau international aussi. Alors, il y a Christelle qui doit partir, donc merci Christelle d'avoir été avec nous jusqu'à maintenant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est le moment de les poser. On va arriver tout doucement au terme de cet entretien avec Arnaud. Et je rappelle que Arnaud est donc formateur au sein de Twiza. Si vous cherchez bien dans la barre de commentaires, vous trouverez les liens vers ses formations, mais je vais vous les recoller dans une petite minute. Et puis voilà, écoute, les questions. On avait une question coffrage en Bourgogne. Donc, est-ce que coffrer des murs en paille trempés dans de la barbotine est déconseillé dans une région comme la Bourgogne où il pleut souvent? Alors ça, c'est effectivement un thème de la terre allégée en général, en grande épaisseur, sachant que la terre donc va perdre sa plasticité et durcir seulement en séchant. Donc il faut avoir ça à l'esprit, quoi, que le séchage doit être assuré. Et d'autant plus important si on a des matières importantes des quantités importantes pardon, de matières végétales, hein, comme par exemple la paille là, eh ben, il faut que ça sèche dans des délais raisonnables, là, sinon la matière organique finit par se décomposer, C'est ou vrai. bien moisir, ou bien voir avec la paille, il y a toujours des grains, hein, donc ça peut germer. Mhm. Ça, c'est classique hein, Ouais, dans c'est beau. l'enduit sur botte de paille. Ouais. Ok. Et une question que vous n'avez pas posée, vous allez me remercier de le faire, c'est si par exemple on teste sa terre, on se retrouve avec une terre qui n'est pas assez argileuse, une terre qui n'est pas employable sur le chantier. Où est-ce qu'on peut en trouver de l'argile pour la construction? Eh bien, ça dépend de la région où on est. Si effectivement dans la région où on est, il n'y a pas vraiment de terre qui soit, à la limite, je dirais même trop collante pour pouvoir la mélanger à l'autre, il y a la possibilité dans le commerce. Alors je ne connais pas encore bien les matériaux disponibles en France, mais normalement, on peut acheter de la poudre d'argile ou de terre. Enfin, justement, ça va pas être de l'argile pure, mais euh, je dirais de la poudre d'argile. Ça s'achète normalement en sac de 25 kilos, enfin en Suisse, trouver ça. Et du coup, on peut comme ça enrichir une terre trop maigre. Ok, ok, super. Et il y a, alors, perso, bah, je vais vous donner mon tuyau, c'est Alliance 4 qui fournit aussi pas mal de terre et qui l'envoie. Donc, ça peut être sur commande, vous allez chercher sur place en big bag, etc. Qui a pas mal de qualités de terre différentes et qui lui aussi, c'est ça qui est très intéressant, il va vraiment creuser derrière chez eux. Ils ont fait des tranchées pas possibles pour pouvoir justement extraire cette terre, la cribler. Il y a une sorte de système de tapis roulant qui fait que ça monte, ça redescend. Enfin, et tout a été fabriqué. Enfin, c'est eux qui ont tout construit. C'est vraiment magique. Donc ça, c'est Alliance 4. Il y a Argilus. On entend beaucoup parler d'Argilus. Je ne sais pas trop ce qu'ils font ces derniers temps, mais c'est vrai que c'est souvent un petit peu plus cher en termes voilà, en termes de matériaux. Donc ils sont sur un autre positionnement tarifaire qui est moins brut, qui est beaucoup plus en poudre. Et puis, il y a une petite niche. Alors, j'ai reçu un email il y a quelques temps, Arnaud, de quelqu'un c'était Tom, qui se demandait comment récupérer de la terre en carrière. Et en fait, il s'avère que lui m'a dit que ça s'appelait de la nite ou des nites. Et en fait, il y a des bouts de lavage de carrière, mais qu'on Ouais. peut aussi trouver, ou qui se font aussi comment ça s'appelle, en rivière, mais en carrière en tout cas, des fois ils sont obligés de laver leur sable. Donc ils vont laver leur sable et toutes les parties fines et les parties argileuses vont être lavées, vont être décantées.
Et certaines personnes les réutilisent pour justement créer des sous-produits de cette argile très 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 fine, mais beaucoup ne le font pas. Donc ça peut valoir le coup d'aller demander à la carrière du coin, est-ce que justement est-ce qu'ils lavent leur sable? Est-ce qu'il est possible de récupérer ces bouts de lavage? Euh, En sachant, et pardon, après j'arrête avec ça, mais en sachant aussi qu'il y a un système de floculation, donc pour pouvoir laver ces terres-là et ces sables-là et pouvoir en extraire les matières, eh ben, ils utilisent un système de floculation pour que ça aille plus vite que la décantation, parce que tu disais toi-même que ça peut prendre beaucoup de temps, et du coup, ils n'ont pas forcément le temps. Donc, des fois, ils utilisent des produits qui sont peut-être un peu cancérigènes, qui sont peut-être un peu déconseillés pour l'intérieur. Donc, si vous récupérez votre terre en carrière, demandez-leur bien s'il y a des intrants, s'il y a des adjuvants pour pouvoir faire floculer les bouts. Et si c'est le cas, bah, utilisez-la plutôt en extérieur, en tout cas pas en intérieur. Voilà, c'était la petite. Ah, les chantiers reprennent à côté, à Ouais. côté de chez toi. Je peux C'est poser une l'heure de petite reprendre le question? chantier. Ah oui, qui Oui. parle? Philippe, là, dans le 56. J'avais mis une question dans le truc, là, mais euh, en fait, je suis en train de démonter, moi, un bâtiment, mais j'ai l'impression qu'à l'extérieur, ils ont fait avec de la chaux et du sable, et à l'intérieur, ils ont fait avec de la terre. Donc, quand je démonte, je me retrouve avec un peu de tout, là. Est-ce que c'est récupérable, tout ça, ou c'est compliqué après de séparer tout ça, tous Eh ces ben, on trois va, on va matériaux, demander on à va dire? Arnaud. Ben oui, c'est difficile à répondre comme ça parce qu'il faudrait voir le matériau de visu, mais euh, si je comprends bien, la démolition, le démontage, tu n'as pas la possibilité de séparer l'intérieur et l'extérieur. C'est ça? Ouais, c'est un peu ça. Disons que c'est des murs qui font 60-65 avec de la pierre bretonne, la plate. Mhm. Et il me semble, quand je démonte progressivement, que l'intérieur, c'est de la terre. En tout cas, à l'extérieur et l'intérieur, c'est pas la même chose. Et a priori, ça doit être terre chaud, sable chaud sur la partie externe et terre sur la partie interne, en fait. Donc, Alors après, ouais. Ça, c'est donc plutôt des enduits non, c'est entre les pierres. hein, entre les Les pierres. pi- Donc, c'est le Entre les matériel. pierres. Ouais. Ben, il faudrait faire des tests. Je dirais, il faudrait D'accord. faire des tests et éventuellement amender le matériau que tu as, soit avec du sable, soit avec effectivement de la poudre d'argile, ou bien on va voir, quoi. Mais a priori, si tu arrives à le concasser de façon que ça soit que ta granulométrie soit bon, après évidemment on peut toujours tamiser, mais avec quand même un travail qui soit quand même assez raisonnable, hein, pas quand se donner trop de travail, mais si c'est possible, on peut en tout cas au pire utiliser comme charge, même s'il y a trop de si on arrive à concasser hein, l'enduit chaud sable, on peut l'utiliser comme charge après, quoi. La chaux, elle réagit, elle va pas, elle est inerte après. Mm. Ok. Voilà, ça reste un peu risqué, hein, si je comprends bien. Donc là, et puis ça, tu regardes aussi la terre que tu as autour de chez toi, parce que souvent, si tes murs ont été ourdés à la terre, c'est que c'est la terre du coin qui a été utilisée. Donc si tu vois que tu as une terre très argileuse autour de chez toi, il y a de bonnes chances que cette terre-là soit aussi argileuse, donc tu puisses un peu imaginer la récupérer. Mais une terre stabilisée, c'est-à-dire dans laquelle on va mettre de la chaux ou dans laquelle voilà, un autre liant hydraulique, tu pourras plus, elle aura perdu ses capacités et ses fonctions collantes qu'apportait l'argile. Donc voilà, ça reste quand même à faire bien attention. Merci en tout cas pour la question. Et où est-ce qu'on retrouve le replay? Donc ça, c'est Bernard qui demande ça. Je vais vous mettre le lien pour retrouver le replay. Je vais vous mettre le lien aussi pour ceux qui sont intéressés par avoir des informations sur la formation. Donc il y a deux formations, je le rappelle, une sur les enduits terre qui se déroulera en juin et puis une sur justement la qualification des argiles. Et ça, c'est pour bientôt, c'est en mai. Et voilà, donc j'ai mis ça dans le chat si vous voulez euh, plus d'informations. Et je salue Julien qui doit partir. Et voilà, je refais un petit tour par les questions. Et ben voilà, après le reste, ce sont des petits messages que vous mettez entre vous. Donc merci pour ces interactions. On arrive
au bout de ce live. Je vous remercie à tous d'être restés avec nous à ce moment-là, qui est parfois un peu compliqué quand on a l'estomac qui grogne et qui nous appelle dans la cuisine. Donc merci d'être resté avec nous pendant tout ce temps. Et puis merci à Arnaud. Je vais te laisser le mot de la fin, Arnaud, si tu veux. Voilà, si tu as une dernière chose que tu as envie de partager à tous ceux qui ont été avec nous aujourd'hui. Oui, bah, rapidement, donc, pour vous dire, donc, moi, je suis, donc, les deux stages, hein, donc, mentionnés vont avoir lieu ici où j'habite. Et c'est intéressant, donc, depuis 1 an et demi, je suis ici. C'est un écolieu c'est tout jeune, qui vient de se créer, où on a créé une coopérative, racheté un ancien centre de vacances et qu'on est en train de retaper. Là, en décembre, on a fini la réfection totale du toit isolé en bottes de paille. Et en tout cas, sur les stages qui vont avoir lieu ici, il y aura des exercices pratiques. On travaillera pas seulement sur maquette, mais en situation réelle pour essayer de vous aller. Voilà, c'était mon petit clip de pub pour la fin. Ouais, bah, tu fais bien. Et puis on va dire où quand même, c'est dans les Hautes-Alpes, Oui, au Glésil. Tu peux me rappeler la ville, s'il te plaît? Ah bah c'est le Glésil, tout le simplement. Glésil, voilà. C'est vrai. 05 800. 05 800. Voilà, et bien si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous mettre en contact avec moi, ça me fera plaisir de vous répondre. Et pour le reste, je vous le dis encore une fois, un grand, grand merci d'avoir été avec nous jusqu'au bout. Merci Arnaud pour toutes ces informations super, super utiles et super pertinentes. Et je posterai le replay dans le forum et je vous enverrai un petit email a priori avec les informations, justement le lien de replay pour en fait, c'est pas pour vous parce que vous avez vu, ce sera pour ceux qui l'ont pas vu. Merci beaucoup à tous, passez une très belle journée et puis on se dit à très bientôt chez Twiza. À plus.